أزول نسوف يسوني زر مازال نزرد المسلاي غافو مزرو يساقيا غاد المسلاي غاف 54 غاف ويدي دي سلونا هاف ثاقر ولا تمورث الجزائر أجراونا 22 نا 21 المسلاي يقدو مس محمد مشاتي أزول bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde vous connaît, vous faites partie des groupes des 22 ou des 21. Vous êtes l'auteur du livre militant de l'indépendance algérienne, Mémoire 1921-2000. Et avec nous pour vous interroger, notre ami Mohamed Bakir. Azoul Mohamed, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer par... on voit qu'il y a plusieurs anciens militants, même présidents, qui commencent à écrire, qui font des mémoires. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour vous d'écrire ces mémoires aujourd'hui? Pour moi, l'écriture de l'histoire est importante. Elle fait partie de la vie et de l'avenir d'un pays. Ce n'est pas seulement du passé, mais surtout de l'avenir, du présent et de l'avenir. Parce que ce qui peut nous guider dans l'avenir, il y a un adage qui dit l'inintelligent fait toujours les mêmes fautes. L'intelligent fait toujours des fautes nouvelles. Alors c'est ça l'histoire, à quoi elle sert. Elle sert justement à nous avertir pour l'avenir, pour ne pas répéter les fautes qu'on a commises et pour nous éclairer sur l'avenir, sur comment continuer notre chemin. C'est ça à quoi sert l'histoire. Alors, quand on lit votre livre, on se rend compte que toute l'Algérie était concernée et touchée par la misère. Vous êtes né en 1921 à Constantine. Quand vous arrivez à Constantine, il y avait une misère énorme. Vous le dites dans le livre, vous n'arriviez même pas à subvenir à vos besoins, ce qui vous a amené à un moment à rejoindre l'armée française. Oui, effectivement. C'est-à-dire à l'époque, naturellement, en tant qu'indigène, le colonialisme français a tout fait pour nous exterminer. Seulement on était tellement nombreux qu'il n'est pas arrivé à ses fins. Il a tout utilisé, la force, la répression, mais il n'a pas réussi à nous exterminer. Parce que le pouvoir colonial pensait pouvoir s'accaparer l'Algérie comme ça pour qu'elle devienne, et pour que nous, en tant que, de par notre existence, malheureusement, comme il n'a pas pu nous exterminer, il nous utilise comme esclaves. Voilà. Et on était esclaves. On était, c'est bien simple, on était en résidence surveillée dans notre propre pays. En résidence surveillée. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Constantine ou d'Alger. Prenons l'exemple d'Alger. En tant qu'autochtone, on habitait où? On habitait la Casbah. Mais en dehors de la Casbah, la ville européenne, ben c'est les Français. Européens, c'est les Français qui l'occupent. Dans la Casbah, nous vivions, voilà, en résidence surveillée. Sitôt que quelqu'un veut sortir de la Casbah pour aller ailleurs, s'il s'aventure à aller comme il était habillé en indigène, automatiquement le premier flic l'arrête et lui dit hey, « toi là-bas, où tu vas, que tes papiers et tout ça ». Mais si par exemple en sortant il s'habille un peu à l'européenne, il peut passer inaperçu. Mohamed. Voilà pourquoi on était en résidence surveillée. En plus de ça, c'est que ils font des rafles aussi, en plus. Mais ce qui est frappant dans ce que vous écrivez, c'est qu'on a l'habitude avec la misère dans les milieux ruraux. Mais là, vous décrivez la misère dans un milieu citadin. Oui, donc, dans le milieu citadin, eh ben, ceux qui avaient un bon travail, ceux par exemple qui étaient commerçants, ceux qui étaient, je ne peux pas dire fonctionnaires, parce qu'ils étaient très minoritaires, les fonctionnaires, à quoi? C'était un postier, par exemple, des choses comme ça. Mais le reste, en dehors des commerçants, il y a les petits artisans, par exemple, les artisans, des forgerons, des dinandiers, des savetiers, comme mes parents qui étaient savetiers à l'époque et qui fabriquaient la chaussure pour la femme et la chaussure pour l'homme, la chebrella et la belra.
Voilà. C'était ça. C'était des petits artisans ou alors des commerçants qui avaient des épiceries. En lisant le livre ici, on se rend compte que les zaouïas jouaient un grand rôle. Effectivement. Effectivement, les zaouïas étaient nombreux. Donc Constantine même, il y avait une dizaine de zaouïas. Eh bien, ce rôle qu'il jouait, c'est un rôle religieux qui est connu. Mais en plus de ça, il y avait les parmi eux, la plupart, c'était des zaouïas, des soufis. C'est le soufisme qui était chez nous en Algérie. Et c'est pour ça, par exemple, que l'Amir Abdelkader, on dit Abdelkader était soufite parce que le soufisme en Algérie était très propagé. Ouais. Les zaouïas, voilà, jouaient ce rôle religieux, pas plus, mais ils jouaient un autre rôle, c'est-à-dire le pouvoir colonial les utilisait des fois consciemment, des fois parmi eux s'adressaient carrément au chef des fois, mais d'autres, par exemple, non, ils ne fonctionnaient pas, mais c'est-à-dire ils ne faisaient pas de mal, mais ils propageaient la religion, voilà. Avant qu'on arrive peut-être à l'OCA 54, j'aimerais savoir comment vous avez vécu les événements de 45. Les événements de 45, je les ai vécus beaucoup plus. J'étais dans l'armée française. Je venais d'être la fin de la guerre, le 8 mai 45. Démobilisé. Je me trouvais à Marseille lorsque j'ai appris ce qui se passait. Et naturellement, notre régiment est rentré. Et là, on a fait pression sur moi pour me réengager dans l'armée. Ouais. Là, j'ai carrément refusé. J'ai dit non, moi je vais aller rejoindre ma famille pour travailler pour ma famille. Alors, je ne les ai pas vécus, je les ai vécus après, puisque le 8 mai, moi j'étais encore soldat. Mais c'est après ça qu'on j'ai demandé à sortir, à quitter, et je rentre à Constantine et je trouve les membres de ma famille, je trouve des gens que je connais et tout ça qui me racontent ce qui s'est passé. Alors là, j'étais intérieurement, j'allais exploser. Je n'arrêtais pas. Je peux dire que d'une certaine manière, j'étais un peu inconscient. J'insultais la France, je débitais tout. Et je pensais que me révolter pour aller. Mais les gens qui me connaissent, mais pas des parents, des jeunes de mon âge, comme ça et tout, qui me faisaient patienter, me disent attention, il y a des risques, il ne faut pas parler comme ça. Ils m'ont expliqué la situation sur place. Moi, je l'ignorais. Et je pensais tout de suite qu'on allait passer à l'action. Alors, ils m'ont dit, bon, tu es d'accord pour passer à l'action, tout ça? Je dis oui. Alors là, ils me mettent dans une cellule. Et alors là, c'était plutôt le politique. Et moi, je disais, alors c'est comment? Alors c'est là où ils m'ont fait comprendre que c'était d'abord le politique. Avant d'aller, ouais. Donc finalement, le début de votre prise de conscience, c'est un certain nombre d'éléments. Il y a l'admiration que vous avez pour Ben Badis et Dr Bendilour, oui, qui est peut-être un souvenir d'enfance, c'est surtout un souvenir d'enfance. C'est un souvenir d'enfance, effectivement, parce que il ne faut pas oublier que Ben Jelloul, Ben Badis, tout cela, ils n'ont fait que reprendre un peu l'action de l'Amir Khalid. L'action de l'Amir Khalid qui avait commencé à la fin de la guerre 1919, ben l'Amir Khalid, tout de suite, parce qu'il était officier de l'armée française, et alors là, il a vu ce qui s'est passé pendant la guerre, il a vu combien il y a eu d'Algériens qui sont morts pour la France. Alors là, il a eu ce sentiment de patriotisme. Il s'est adressé, il a fait une lettre au président Wilson à l'époque pour demander l'autodétermination. Et même, il est le premier, c'est lui qui est le premier à parler de l'indépendance. Bien avant l'étoile nord-africaine, qu'on attribue ça
Il ne parlait pas d'égalité des droits, l'émir Khaled. Oui, il Donc c'est parlait entre autres. plutôt l'égalité des droits que l'indépendance. Si, il a parlé, il n'y a qu'à voir l'indépendance, ça c'est Charles-André Julien, plus grand des historiens actuellement, c'est Charles-André Julien qui dit que le premier qui a utilisé, qui a demandé l'indépendance, c'est l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader. Ça, il faut, la page 100. Charles-André Julien, l'Afrique du Nord en marche. Il dit bien qu'il s'agit que c'est bien lui qui a employé le mot indépendance. Il a demandé l'autodétermination qui automatiquement débouche sur l'indépendance. Et surtout, il a mené une activité extraordinaire à la fois en France et en Algérie, par ses discours, par ses conférences. Et quand il est venu en Algérie, eh ben, il a mené cette action à la fois sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan... Dans tous les domaines, il s'est présenté aux élections. C'est quand même saisissant parce que c'est des personnalités qui sont controversées. Les trois, Émir Khaled, Ben Badis, Ben Jelloun, c'est des assimilationnistes. Oui. Et en même temps, on voit une personnalité qui a été dans le courant le plus radical, donc dans l'os, avoir cette vision. Donc on voit qu'il y a un décalage un petit peu entre ce qu'ont pu être ces personnes-là et l'image qu'il y avait dans le peuple. C'est ça qui est saisissant dans ce que vous racontez dans le livre, c'est que Ben Jelloun et Ben Badis pouvaient être ce qu'ils étaient à l'époque. Ouais. Parce que vous parlez de 3 ans après que le centenaire, alors qu'au moment du centenaire, Ben Badis était conseiller financier au niveau du conseil régional. C'est son frère, non, c'est pas lui. C'est lui. Ouais. C'est Ben Badis qui était conseiller financier. Ben Badis, son et frère. il faisait l'éloge de la France. Mais dans le livre, lui, il parle de son frère. Hein, vous parlez du frère. Dans le livre, je parle du frère. Ben Badis était conseiller. Du frère qui était conseiller municipal. Non, conseiller régional. Conseiller régional. Et le père même était... C'est Ben Badis, c'est Abdelhamid Ben Badis qui était conseiller régional. Non, Abdelhamid Ben Badis... C'est un point d'histoire, c'est un point d'histoire, c'est un point d'histoire. Mais ce qui est important, à mon avis, ce qui est important, c'est cette image qu'un enfant pouvait avoir de ses personnalités, qui pouvait très bien ne pas être sur des positions radicales, mais qui donnait une image d'une nation qui pouvait se réveiller, qui pouvait se mettre en mouvement. C'est lui qui a semé la graine, c'est bien l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader. Par son action d'abord en France, mais c'est surtout en Algérie où il a mené une action sur le plan politique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émir Khaled, qui était capitaine de l'armée française, Oui. a participé à la répression du dernier soulèvement algérien. Le soulèvement des Aurès. Oui. Il a réprimé le soulèvement des Aurès. Il y était. Il était parmi les troupes qui ont réprimé le soulèvement des Aurès en 1911. Écoutez, ça, ce que j'ai lu là... C'est des lectures d'histoire. Non, mais bien sûr, ce que j'ai lu, surtout Charles-André Julien, il parle de l'émir Khaled. Et l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader, parce qu'attention, il a d'autres fils, et peut-être qu'il s'agit d'un autre. Hein. Non, c'est l'émir Khaled. Parce qu'il y en a un, il y a son fils, Mahidine, qui est rentré en 1871 pour soutenir le soulèvement de 1870 avec Mokrani et Cheikh Haddad. Et il est rentré et il a même été dénoncé par son père. L'émir Abdelkader lui-même a dénoncé son père quand les Français lui ont signalé que son fils est rentré. Il l'a dénoncé par tract. C'est-à-dire c'est les Français qui ont distribué ces tracts-là. Oui, mais l'émir Khaled, le petit-fils, après avoir été démobilisé, puisqu'il était officier de l'armée française, il est rentré en Algérie et il a fait une grande activité auprès des conseillers municipaux, puisque lui-même s'est présenté, il a été élu conseiller municipal à Alger. Très bien. Conseiller municipal à Alger. Et alors là, ce mouvement, il a fait quelque chose d'extraordinaire au point où le pouvoir colonial l'a fini par l'expulser. À cause de ça. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de l'OS, hein, l'organisation secrète. Tu veux qu'on parle un peu du PPA, PPA-MTLD? Oui. Vas-y si tu veux parler. Donc vous avez rejoint le PPA. Comment est-ce que la question du passage
au MTLD s'est posée. Donc c'est l'interdiction du PPA. Comment est arrivé l'interdiction du PPA? Ben, comment est arrivé là-dedans? Le PPA était un parti clandestin. Hein? Il était un parti clandestin jusqu'en 1946. Quand il y a eu les événements du 8 mai 45, il était encore clandestin. Mais Moussa Hadj, sous l'influence de Azam Pacha, de la Ligue arabe, une rencontre avec lui, Azam Pacha lui dit: mais ce que vous faites, votre parti, vous faites comme ça dans la clandestinité, c'est pas bien, il vaut mieux créer un parti politique légal, comme ça vous permettra de diffuser vos idées. Et voilà, Messali, c'est lui-même qui a exigé la création d'un parti légal. Alors qu'avant, en 1946, quand Farhat Abbas avait créé l'UDMA et il s'est présenté à la députation à l'Assemblée française, notre parti a dénoncé Farhat Abbas. Et on est allé jusqu'à dire en arabe « Man intakhaba kafara » qui vote, fait un, comment on dit en français, kafara. Il renonce à oui, ça, notre parti l'a dénoncé pour que, quelques mois après, on crée le MTLD et voilà, sous l'influence de Messali qui a exigé, contrairement à la majorité des responsables qui étaient contre, on était pour le passage à l'action armée, Messali exigeait un parti légal. Alors on a fait le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et pour compenser, pour donner une compensation à ceux qui réclamaient, qui étaient pour l'action armée, la création de l'OS, disons, pour compenser. Donc c'est une compensation d'après vous? Oui, parce qu'ils étaient majoritaires, ceux qui étaient pour l'OS. C'est Messali seulement, ils ont fini par lui céder, puisqu'il est le président, ils ont cédé pour faire le MTLD. Ce qui fait d'un côté, il y a le MTLD qui fait de la politique, de l'autre côté, la création de l'OS, à laquelle qui était chargé de préparer l'action armée, naturellement, de former des... C'était quoi ces missions exactement là? La mission de l'OS, c'était quoi? La mission de l'OS, c'est justement pour le passage à l'action armée, mais pour former des cadres dirigeants, on n'engage pas tout le peuple comme ça à la guerre, sans qu'il y ait de chef, sans qu'il y ait de... Eh bien, l'OS, sa fonction était de former, disons, quelques officiers qui peuvent mener le combat, qui peuvent diriger le peuple pour le combat. Et alors là, l'OS, à l'époque, à la tête de l'OS, c'était Belwijdad, Mohamed Belwijdad, avec pour adjoint Aït Ahmed. C'est de Barin. C'était de Barin. Avec de Barin, c'était pour les créateurs. Oui, de Barin, docteur de Barin, Lamine de Barin et Belwijdad. Mais sur le plan de l'action, c'était Aït Ahmed qui était responsable à l'état-major national et en même temps responsable du département d'Alger. Pour le département d'Oran, c'était Ben Bella qui était responsable. Et pour le département de Constantine, c'était Boudiaf qui était responsable. Ça, à l'échelle des états-majors départementaux. Voilà. Est-ce que, parce qu'on entend ici, là, moi je pense que vous allez peut-être le confirmer, est-ce qu'Abban il faisait partie de l'OS ou pas? Abban, à mon avis, moi, il a fait partie de l'OS. Parce que celui qui était responsable de la zone du nord constantinois, Gras Abderrahman, c'est lui qui s'est réuni avant l'arrestation de Abban. Gras Abderrahman s'est réuni avec Abban et avec quelqu'un de Sétif, son nom, Gnifi, parce qu'il ne réunissait pas tous les responsables de la zone. Alors il les réunissait par deux ou par localité. Oui, c'était Gras Abderrahman qui a terminé la réunion avec Abban et Gnifi. Il rentre à Constantine pour faire une autre réunion avec
Zerotus fait Bentobel, il arrive chez lui à la maison parce qu'il devait se réunir chez lui à la maison. Il arrive à la maison, il trouve toute la maison sans dessus-dessous, la police venait de quitter. Alors sa mère lui a dit attention, faut le compte d'ici, il y a la police qui venait. Il venait, voilà. Et Zerotus avait été arrêté. Bentobel, lui qui était chômeur, il n'a pas été arrêté. Il va taper à la porte de Garras pour la réunion. Et sa mère qui lui dit ya Bousservilla, la police vous cherche. Voilà comment ça. Pour confirmer à Quand vous dites que c'était une concession, que la constitution de l'OS c'était une concession, comment se passaient les rapports entre l'OS et le MTLD? Eh bien, tout simplement, il y avait le chef d'état-major national, en l'occurrence, c'était Belouizdad, puisque Belouizdad il était malade, c'est Aït Ahmed. Et comment il y a le contact, c'est avec un seul responsable du politique, c'était Lahou el-Houssi. Le secrétaire général. Le secrétaire général, personne d'autre, uniquement le secrétaire général qui était chargé à la fois de recevoir les comptes rendus d'activité et qui donnait des instructions pour d'autres activités ainsi que l'argent pour faire fonctionner. Voilà comment ça se passait. Les membres de l'OS c'était des permanents? Pas tous, non. C'est-à-dire il y a les chefs qui étaient permanents. Les chefs de zone étaient permanents. Uniquement les chefs de zone qui étaient permanents. Parce qu'en dessous des chefs de zone, les chefs de zone, il y avait naturellement en Oranie Ben Bella et puis les chefs de zone, ils étaient 2 ou 3 chefs de zone, parce qu'ils ont une activité continue. Voilà. Dans le Constantinois, la même chose, dans l'Algérois, la même chose. Donc, mais en même temps, quand on vous lit, vous dites que c'est l'incident de Tébessa qui a fait arrêter tous les membres de l'OS, on se dit que finalement, elle était un peu fragile, cette organisation. Comment ça se fait qu'arrêter quelqu'un, et puis tout de suite après, on démantèle tout un réseau, toute une organisation? Oui, malheureusement, c'est un problème qui n'a pas encore été soulevé. C'est un problème que je connais très bien, parce que cet incident qui s'est passé Boudiaf dit qu'il s'agit d'un incident mineur. Ce n'était pas un incident mineur, la preuve, ce qui s'est passé. Parce qu'avant l'affaire de Tébessa, il y avait exactement la même affaire sur Biskra. Boudiaf, en tant que chef responsable pour le Constantinois, avait donné instruction à qui? Au chef de zone. Le chef de zone, c'était Garras Abderrahman. Parce que dans le Constantinois, le département de Constantine, il y avait le chef de zone Garras Abderrahman pour le nord constantinois, Didouche Mourad pour l'est constantinois. Ouais. Alors il lui a donné instruction pour aller, en quelque sorte, passer quelqu'un en conseil de discipline et lui a appliqué une sanction. C'était à Biskra. Eh bien, à Biskra, notre chef, c'était le chef de zone, Garras Abderrahman, avait choisi Abdeslam Habashi et moi-même qui n'étions que des chefs de section. Ben, Abderrahman Garras nous dit voilà, venez, on a quelque chose à faire en voiture. On arrive à Biskra, il nous indique, il nous dit voilà, il y a 2 personnes qui vont passer sur le trottoir, il y a quelqu'un qui nous a donné son signalement, ben, il faut l'attraper, il faut l'amener. On ne savait pas, il ne nous a rien dit de pourquoi. Effectivement, on attend un petit moment comme ça, et puis effectivement, les 2 personnes passent. Quand on est sorti de la voiture pour aller attraper ce bonhomme, quand il nous a vus, il a senti quelque chose, il s'est sauvé, on lui a couru derrière. Il courait plus vite que nous, puisqu'il avait déjà de l'avance sur nous. Il rentre dans une épicerie, notre chef, Garras Abderrahman, derrière, il nous dit ça suffit, assez. On était un peu contrariés. Mais il ne nous a pas expliqué pourquoi.
Il ne nous a pas expliqué pourquoi. C'était une mission. On a dit, ça y est, on n'a pas réussi, on a échoué, on est rentré bredouille, on rentre chez nous à Constantine, rien ne s'est passé. Eh bien, quelques mois après, voilà la même situation, la même action qui se passe pour Atebessa. Atebessa, c'était Didouche Mourad qui était responsable et qui devait aller avec un commando pour prendre ce Rahim, responsable de Tebessa que j'ai connu. Il était responsable politique de Tebessa. Je l'ai connu bien avant. Je l'ai connu dans le cadre du politique. Eh bien, ils sont arrivés, c'était Ben Aouda l'actuel qui est encore vivant à Annaba, le commando, Ben Zaïm, un deuxième et un troisième dont j'ai oublié le nom, et Didouche Mourad comme chef de commando. Ils sont allés à Tebessa, ils ont attrapé le bonhomme qui était visé, ils le prennent, ils le mettent dans le coffre de la voiture, ils allaient démarrer, il y a eu un cafouillage comme ça, le coffre s'est ouvert, je ne sais pas comment il s'était ouvert, ça on ne donne pas l'explication, il s'est ouvert, le bonhomme est parti, ils lui ont couru derrière, ils ne l'ont pas rattrapé. Il va directement à la police raconter ce qui lui est arrivé. Qui sont ces gens-là? Il dit je ne sais pas. Effectivement, les gens sont venus d'Annaba, ils ne pouvaient rien savoir. Lui, pour lui, c'était quelque... Et alors, la police, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait automatiquement, elle dresse des barrages. Ils ont dressé des barrages, ils ont arrêté la voiture à Ouedznati. Alors, quand ils ont arrêté la voiture à Ouedznati, les deux personnes ne sont pas de Ouedznati, mais ils sont de Annaba. De Annaba, ils sont connus par la police, connus non pas dans l'os, mais connus comme étant des nationalistes. Des nationalistes, voilà. Et sous la torture, c'est ce qu'emploie la police, alors là, ils ont débité, ils ont donné... Le problème c'est celui-là. Ça veut dire que l'organisation n'était pas cloisonnée. Ça veut dire qu'il y avait soit un problème de cloisonnement dans l'organisation, oui, ou bien il y a une autre possibilité, c'est qu'on a voulu se débarrasser de l'organisation. Il y a des milieux au niveau du parti, du PPM-TLD, qui ont voulu se débarrasser de l'organisation. C'était une bonne occasion pour donner des gens. Non. Sincèrement, il n'y avait pas de ça. Il y avait tout simplement de notre faute. Quand je dis de notre faute, c'est-à-dire à l'échelle des responsables. Pourquoi cette action? Parce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un, parce qu'il y avait une discipline terrible, il y avait une discipline qu'on impose uniquement aux soldats en caserne. Or, on n'était pas des soldats en caserne, on était des militants, c'est un contrat moral beaucoup plus qu'autre chose. Alors, parmi nous, il y avait des gens qui étaient à la fois chefs de famille, qui travaillaient, qui avaient un temps... Et on exigeait de nous, à l'époque, une activité intense. Alors, naturellement, cette activité intense, il y a certains qui n'arrivaient pas à l'assumer, qui fléchissent. Alors, on ne permet pas aux gens de fléchir. Et c'est comme ça qu'on a décidé même de bastonner quelqu'un. Alors, comment? Quelqu'un qui fléchit, alors on le bastonne. Ça, c'est quelque chose... Ça, c'est ça qui était très... Le malheur, c'est ça, entre autres, mon ami Garras Abderrahman, qui, lui, nous a rien dit sur l'action qu'on avait effectué à Biskra, c'est seulement après qu'il nous a raconté le pourquoi. Parce qu'il y avait cette clandestinité, on ne dit pas tout. Hein. Eh bien voilà, c'est cette action des chefs de l'époque qui ont ordonné de faire... d'imposer une discipline comme ça qui était malheureuse et qui a débouché sur... Très bien, pour qu'on avance, hein, après on arrivera au 22, j'aimerais qu'on dise un mot. On a l'impression que vous n'avez pas eu des informations, que vous ne connaissiez pas trop ce qu'on appelle la crise berbériste. Vous dites dans votre livre, page 56, j'ai remplacé un certain Hamouda, qui est quand même connu, Amour Hamouda, qui était peut-être algérianiste. Vous savez qu'il a été jugé et tué
par le FLN. Malheureusement, oui. Par le FLN parce qu'il était algérianiste ou berbériste pour certains. Ben, Vous l'avez vu? Oui. Ça, c'est un problème terrible pour nous. On avait déjà commencé à l'époque. Et ça, c'est un manque, pour moi, c'est un manque d'intelligence à l'échelle de la direction en haut. Parce qu'une chose pareille, on aurait pu à l'époque, ce qu'on appelle berbéristes, parmi eux, il y a des jeunes du lycée de... Mnac, non. Oui, eh ben, ce problème qui a été posé, il a été posé à juste raison. Pour moi, je dis à juste raison. Pourquoi? Parce que notre mouvement, malheureusement, fonctionnait un petit peu comme une espèce de zaouïa. Il n'y avait pas, parce qu'ils ont soulevé le problème de l'identité, ce qui est une chose réelle qui existe. Mais le parti lui-même, au niveau des dirigeants, n'était pas à la hauteur, parce qu'ils auraient pu solutionner ce problème. Il y a le faute de part et d'autre, mais celle qui est impardonnable est la part des responsables. Parce qu'on aurait pu gagner ces jeunes, on aurait pu discuter, on aurait pu... Ben voilà, c'est une chose qui n'a pas été... Notre parti politique, par exemple, on parle d'indépendance, comme on parle on identifie notre, par exemple, nationalisme, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi? Comment Vous lui attribuez pratiquement la paternité du CRUA. Oui. Vous dites que c'est lui qui est à l'origine du CRUA. Oui. Et pourtant, il ne rejoindra le CRUA FLN qu'en 56. En 56? Pratiquement qu'il a rejoint. C'est à l'occasion du congrès de la Soumam, non? Non. Il a rejoint le 1er novembre, parce que le 1er novembre, il se trouvait au Caire. Il ne pouvait pas... oui. Eh bien, c'est lui qui a conçu, qui était à l'origine du CRUA. C'est lui pourquoi? Parce qu'il a vu que le parti avait implosé par la décision de M. Salihat qui a fait imploser le parti. On est devenu une partie, la majorité des militants ont suivi M. Salih, c'est-à-dire les gens de la base qui ne connaissent pas bien les problèmes. Mais les cadres, tous ont été pour le comité central. Et c'est comme ça que il y a eu des tentations pour essayer de ressouder, mais malheureusement, M. Salih s'est entêté dans ses idées, et le comité central ne pouvait plus. Et alors, cette déchirure, alors on a commencé à nous tuer entre nous. Eh ben, c'est là que l'Ahwal Hussein a pensé, voilà, il faut passer à l'action pour sauver tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Boudiaf. Pourquoi il a fait appel à Boudiaf? Il aurait pu faire appel à l'Ahwal Hussein, à Ben Bella, qui s'est trouvé au Caire. Donc, il fait appel à celui qui était prêt. Le dernier responsable de l'os, c'était Boudiaf, après le départ de Aïd Ahmed de Ben Bella. Eh bien, il l'a convoqué parce qu'il était à Paris, il était en France, il s'occupait de politique. Comme nous, les anciens de l'os, quand l'os avait été dissous, ben, on nous a versé dans le politique. Il a appelé Boudiaf, il lui a dit voilà, votre situation, elle est connue, notre parti a implosé, maintenant on veut passer à l'action, mais on ne va pas passer à l'action comme ça, en étant divisé. Il nous faut créer un comité. Ce comité, on va l'appeler Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Et il lui a dit, voilà, toi, Boudiaf, avec Ben Boulaïd d'un côté, pour former ce comité, de l'autre côté, les membres du comité central, les dirigeants qui dirigeaient l'organisation, Dakhli Bachir et Bouch Bouba Mourad, vous allez vous réunir en comité et vous allez décider de l'organisation pour le passage à l'action. Voilà comment. C'est l'idée de l'Ahwal Hussein qui, par la suite, Boudiaf s'est réuni 2 ou 3 fois avec ses collègues
Dakhli Bachir et Bouchbouba Mourad. Mais avec ces deux réunions, il n'a pas continué, il a coupé court avec, il a choisi de fonctionner seul avec les éléments de l'os. Or, les éléments de l'os ne sont pas nombreux pour passage à l'action à travers tout le pays. C'est pourquoi que Nahou al-Hussein a dit qu'il faut faire participer la majorité des militants qui sont dans le politique. Vous dites que Boudiaf fonctionne seul, qu'il est autoritaire. Hein, vous faites un tableau qu'on ne connaissait pas peut-être de Boudiaf. Eh ben, moi, j'ai connu Boudiaf comment? Moi, j'ai eu deux chefs depuis mon engagement en 1945 dans le PPA. J'ai eu deux chefs. Le premier, c'était Garras Abderrahman, qui était chef de zone du Nord Constantinople. Mon deuxième chef, c'était Boudiaf. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'avait choisi. Qui m'avait choisi, alors que j'étais chef de section à Constantine, il m'avait choisi pour me donner une responsabilité zonale dans l'Algérie, dans le département d'Alger. C'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est comme ça que je l'ai connu, que je l'ai... Mais, sincèrement, j'ai eu un accrochage sur le plan du travail. Ben, il ne supportait pas, il ne supportait pas que quelqu'un pense autrement, que quelqu'un donne un avis. Pour lui, son subordonné doit obéir, et voilà comment j'ai eu un accrochage avec lui que je raconte dans mon livre. Hein. Et ben voilà, c'est comme ça. Je reviens un peu et puis je laisse Mohamed. Je reviens juste permettez-moi juste une petite réintroduction vers la Kabylie. Il avait quel rapport avec les Kabyles? Parce qu'on disait Boudiaf était un anti-Kabyle, il était pro-Kabyle, il était pro... C'était quoi? Non, franchement, je n'aime pas dire ça comme ça. Effectivement, les gens qui le connaissent, il était ce qu'il était. Il y a des gens comme ça. Que tu veux, hein. Il était anti-Kabyle, voilà. Hein, il y a des gens qui l'ont... C'est bien simple. Ça, ce sont les ambitions. Comme moi, je dis, les hommes politiques aux ambitions démesurées deviennent sourds et aveugles. Et ils ont souvent été à l'origine de crimes impardonnables. Ben, les ambitions politiques, c'est ça. On est contre tous ceux qui n'est pas avec soi. C'est ça les hommes politiques aux ambitions démesurées. Ben, malheureusement, c'est ça. Ouais. Mohamed? Moi, je suis un petit peu interloqué par la façon dont vous appréhendez l'os. Oui. Donc, je m'interroge. Qu'est-ce qu'était l'os? Est-ce que l'os, c'était une armée? C'était une organisation militaire? Donc, dans ce cas-là, c'était une organisation militaire qui répondait à une logique de subordination? Ou est-ce que c'était une organisation politique? C'était un autre parti? Non, on peut dire que c'était une organisation qui fonctionne normalement militaire, une organisation paramilitaire. C'est ça, une organisation paramilitaire. Seulement, il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne avec des civils. On n'est pas des soldats, des militaires en caserne. C'est ça. C'est ça l'os. Une organisation paramilitaire. Parce que c'est ce qui me pose problème. À partir de ce moment-là, l'évaluation des hommes, elle change. Oui. Je me suis toujours interrogé sur les qualités militaires de Boudiaf. Parce qu'on ne trouve pas trace. Et là, tel que vous le décrivez, c'est un chef militaire. Moi, personnellement, je découvre que c'était un chef militaire. Est-ce que finalement, vous lui rendez hommage? Est-ce que finalement, vous le validez? C'était pas le but. Hein. C'est peut-être pas le but. Ça dépend. Mais vous le validez dans son rôle. Ça dépend de ce qu'on entend par chef militaire. Il était le chef. Le chef. Maintenant, ce qu'on appelle chef militaire, on l'appelle chef militaire par son action sur le terrain. Non, on était des chefs. Dans l'os, on était des chefs. On a été choisis comme ça. On a choisi Bembella, pourquoi? Parce qu'il a fait servir à Cassino dans l'armée française. On a servi, mais à mon avis, ça ne servait à rien, cette histoire de
de choix comme Ben Bella, parce qu'il a servi, pas moi qui j'ai servi aussi dans l'armée française à l'époque, mais ce n'était pas ça. Parce que l'OS, à mon avis, c'était former des responsables pour mener le combat de guérilla. Le combat de guérilla n'a pas besoin de chef gradé, de Saint-Cyr, tout ça. La guérilla, c'est sur le tas, la guérilla, c'est sur le champ que ça se fait. Il y avait des gens qui étaient au Maquis depuis 1947. Comment la jonction s'est faite avec eux? Karim ou Amran? Ben, la jonction n'a jamais... Il n'y a pas eu de jonction, malheureusement. Par exemple, quand Boudiaf a décidé, il a laissé tomber le CRUA. Le CRUA, il a préféré fonctionner tout seul. Eh ben, la Kabylie était sous le règne, elle avait pris position pour Messali à l'époque. On va essayer peut-être un peu de parler des 22. Hein. On y arrive. Des 21, on y arrive parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Sinon, il faut qu'on en parle des 22. On est dans les 22, justement. Voilà, on arrive aux 22 et qu'on avance un peu. Et on reviendra sur Ben Bella. Alors, c'est vous qui aviez dit au premier les 21, pas les 22, c'était 21. Ça s'est passé comment, en fait, cette réunion? Ben, c'est une chose que je raconte dans mon livre, mais je vais vous le dire. Cette histoire 21, pourquoi? Parce que les gens, à chaque fois, ils viennent m'interroger, alors vous étiez 21 ou 22. Je ne sais pas, il n'y a pas, je ne comprends pas pourquoi, ce n'est pas une question importante. Oui. Parce que là, il y a eu ce Yves Courrière qui, dans son livre, a cité 22 personnes. Et le 22e, c'était, il cite Ben Allah, Hajj Ben Allah. Or, Hajj Ben Allah n'a pas fait partie, et de son vivant, il dit qu'il faisait pas partie. Qu'il n'est pas parti. Alors pourquoi chercher? Alors il y a qu'à, puisque ce n'est pas 22, c'est 21, il n'y a qu'à dire 21. Seulement voilà, par sentiment. Oui, mais le Moldar, le propriétaire de la maison qui a donné sa maison quand même, pourquoi vous ne le comptez pas? Et même Boudiaf lui-même a fini par dire, oui, ben, le propriétaire de la maison, c'est lui le 22e. Il est allé jusqu'à dire, même s'il n'a pas participé, il a voté. Il a dit ça. Même s'il n'a pas participé, il a voté. Ça, il l'a dit par écrit. Hein. Dans le vote, il y avait 21 voix. Il y avait 21 voix dans le vote. Pardon? Il y avait 21 voix dans le vote. Le personnage qui a donné sa maison fait partie de la logistique. Alors, si on le cite, lui, pourquoi on doit citer aussi les autres qui ont servi pour cette réunion? Ceux qui ont conduit, ceux qui ont hébergé, les gars de la logistique étaient nombreux. Mais la question que ce bonhomme, on le cite, qui a participé, qui n'a pas participé, l'important n'est pas là-dedans. Est-ce que quand vous êtes arrivé à la réunion, vous saviez que vous allez passer à l'action? Personne ne savait. Moi-même, mon chef m'avait chargé de convoquer des gens du Constantinois, un tel. J'ai dit, voilà, il y a une réunion à Alger. Et on est arrivé à Alger, moi-même, dans l'ignorance totale de ce qui allait se passer. Mais dans nos têtes, on a plus ou moins compris, puisque le parti est déchiré, il y a cette déchirure, donc ça doit être une réunion pour la réconciliation ou quelque chose. Mais c'est une fois sur place qu'on a vu que c'est d'autres choses. Voilà comment. Ben, quand on est arrivé là-bas, d'abord l'anomalie, 16 personnes du département de Constantine, dont 7 de Constantineville, 4 personnes du département d'Alger et une seule personne du département d'Oran. Ce que je vous dis là, moi je l'ai constaté bien avant les autres parce que j'étais à l'échelle structurelle comme chef de zone. Donc il n'y a que les chefs de zone qui ont une idée les autres sont venus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons militants.
Peut-être qu'il s'est appuyé sur des personnes qu'il connaissait, Boudiaf, non? Oui, parce qu'il était responsable du Constantinois. Il était à l'état-major national, départemental du Constantinois. Mais vous dites qu'il a été contesté par Constantine même. Puisque vous êtes réunis à Constantine pour dire que... c'est après la réunion. C'est une fois quand on a assisté à ce qui se passe, et on s'est retrouvés là, et on attendait, voilà, il y a quelqu'un qui commence à parler, c'est Ben Boulaïd, et qui dit, voilà, nous sommes ici, je passe la parole je passe la parole à Boudiaf, c'est lui. Et Boudiaf dit, voilà, notre parti a implosé, il raconte l'histoire de la déchirure et tout ça. Maintenant, puisque c'est comme ça, nous, militants ici, nous allons décider du déclenchement de la lutte armée. Qui est pour et qui est contre? Qui c'est qui va dire je suis contre? Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu... Pas du tout, pas du tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais vous dites que les 5 étaient de connivence pour trafiquer le vote. Les chefs, oui, parce que c'est lui, Boudiaf. C'est Boudiaf qui les a choisis. Parce que les chefs quand on dit que Ben Mehdi, Didouche Mourad, Ben Boulaïd, c'était des chefs de zone qui étaient à l'époque, qui dépendaient de Boudiaf lui-même. Oui. Moi, j'étais chef de zone, non pas dans le Constantinois, mais dans l'Algérois, sous les ordres de Boudiaf. Donc voilà, c'est cette minorité-là qui était à un niveau de comprendre les choses. Là, nous sommes à quel mois? Cette réunion? Non, le mois on se rappelle juillet. Je ne peux pas... Parce que, pourquoi je vous pose la question? Quand on voit la teneur de la déclaration du 1er novembre, on n'a pas l'impression que c'est des cadres subalternes, comme vous dites, qui l'ont rédigé. Mais là, c'est pas les cadres subalternes. Les cadres subalternes, ils ont suivi. Non, vous dites que cette réunion était anormale parce que les cadres de l'OS n'étaient pas là et que ceux qui ont été convoqués sont des cadres subalternes. Les cadres de l'OS. Logiquement, cette réunion, si elle devait se passer au sommet, c'est-à-dire les membres de l'état-major du département d'Oran, les membres de l'état-major du département de Constantine et ceux de l'Algérois, qui ça fait 4 et 4 ou 5 et 5, ça faisait à peu près 16 ou 17 personnes. Or non, Boudiaf a choisi carrément des gens qui n'étaient pas des chefs de zone, mais plutôt des chefs de section. Pourquoi, à votre avis, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, on voit comment les choses se sont déroulées, uniquement parce qu'il voulait se faire élire. Il voulait se faire élire comme chef, alors que pour moi, il n'avait pas besoin de se faire élire. Il était de droit le chef, puisque Al-Hussein a fait appel à lui, parce qu'il était le chef à l'état-major national. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous vous définissez plus comme centraliste ou comme os? Dans la Non. Comme membre de l'OS. Je suis membre de l'OS, mais quand il y a eu la déchirure du parti, il fallait prendre position. Ou on est pour Messali, ou on est pour le comité central. Moi, j'ai pris position pour le comité central. Et le choix n'était pas ni pour l'un ni pour l'autre, mais pour l'action? Oui, bien sûr, pour l'action, mais c'est-à-dire le comité central, ce sont les cadres qui ont préféré, parce qu'ils connaissaient mieux le côté politique. Mais ceux qui ont suivi Messali, ce sont surtout la base qui a suivi par sentiment. La déclaration du 1er novembre. Vas-y. La déclaration du 1er novembre, est-ce que c'est un comité de rédaction ou est-ce qu'elle a été élaborée en dehors des 22 ou est-ce que c'est quelqu'un... En dehors des 22. Elle a été élaborée en dehors des 22. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui c'est qui l'a rédigé. Voilà. Très bien. Donc, en dehors des 22, j'aimerais juste qu'après 54, vous venez en France. Quand vous parlez de la Fédération de France, vous ne parlez pas beaucoup de MNA. Hein, on ne trouve pas beaucoup. Avant du groupe de Rachida Ali Yahya. De Rachida Ali Yahya. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici, vous connaissez Rachida Ali Yahya ou pas, celui qui était à la tête de la crise berbériste? Non, oui, mais là, c'était... Non, il ne le connaît même pas.
C'était Non, en mais là, 49. c'était Rachid Ali Yahya n'était plus déjà n'était plus à la là-dedans. tête. Ouais. Dans la fédération du PPM-TLD. Parce que vous êtes venu très tôt. Oui, Vous êtes venu très tôt. oui. Vous êtes venu décembre, janvier 55. Non? Pour, Pour la Fédération de France. pour la Fédération de Ah. France, c'était Oui. c'était en 55. Oui. En 55, parce que j'étais à Lyon, j'étais malade, j'étais au sanatorium. Quand je suis sorti du sanatorium, mon ami Guerras Abderrahman, qui était mon chef dans le Constantinois, c'est lui qui m'a donné une fonction que j'ai assumée dans le sud de la France. Et puis après, il m'a dit, voilà, on a besoin de toi à Paris. On s'est retrouvés à Paris. On était quatre. Voilà. Guerras Abderrahman, Ben Salem, Dou Mahmed et puis moi-même. Alors au début, c'était Tarbouch Mourad qui était le premier qui avait été choisi par Boudiaf lui-même, qui l'a chargé de créer la fédération du FLN en France. Tarbouch a commencé avec Guerras et deux autres personnes. Mais ils ne sont pas réunis. Ils devaient se réunir, mais malheureusement, Tarbouch s'est fait arrêter. Et restait Guerras qui devait se débrouiller pour... Juste aussi un mot, quel regard vous portez sur le congrès de la Soumam? Heureusement qu'il y avait eu le congrès de la Soumam. Heureusement, parce que tous les malheurs que nous vivons actuellement, c'est ce mauvais départ, c'est cette précipitation, c'est cette façon de passer à l'action. Parce que quand on n'était pas le groupe de Constantine, on n'était pas formé en groupe, pas du tout. C'est après cette fameuse réunion des 22, on s'est interrogé, on a vu qu'on était 16 du Constantinois et pourquoi? Ça nous a intrigués, on a fini par dire quand même, on ne va pas fonctionner, on va dire qu'il y a du régionalisme, il y a quoi? C'est ça qui nous a poussés, et là, Guerras Abderrahman, qui était beaucoup plus en avance sur nous, qui est venu parce que Boudiaf ne l'a pas appelé, il l'a tout de suite écarté. Guerras, qui se trouvait en France, est venu. Quand il a appris cette réunion, il est venu à Constantine, comme il est de Constantine. Qu'est-ce qui s'est arrivé? On lui a raconté, voici ce qui s'est passé, la réunion, voici comment elle s'est déroulée. Alors comme il connaît Boudiaf beaucoup plus que moi, alors il a dit maintenant, ce malheur ce qui nous est arrivé, il va falloir qu'on va réparer un peu pour ne pas laisser Réparer quoi? Il a dit voilà, on va tenir une petite réunion, une petite conférence à Constantine et appeler Boudiaf, on va dire à Boudiaf de venir, d'assister à cette réunion pour dire à Boudiaf lui-même qu'on va refaire une autre réunion à Alger, mais avec les responsables concernés. Concernés, c'est-à-dire ceux qui connaissent les problèmes. Boudiaf a dit non, ce sera comme ça, les mchamcha, les mamcha, c'est roh al-habs. Voilà. L'expression textuellement qui a été débitée par lui. Vous avez été arrêté avant qu'il y ait la confrontation avec le MNA ou après? Non, le MNA, il n'y a pas de... On a subi, c'est eux qui ont commencé à bastonner et à tuer. C'est eux. En réalité, on avait beaucoup plus peur de nos... Pourquoi? Parce qu'on se connaît, entre militants, on se connaît, mais maintenant, on n'avait pas peur de la police ne nous connaît pas. Tandis que les militants maintenant, ils nous connaissent. Ouais. Alors on a commencé comme ça, avec la hantise, mais il fallait faire, il fallait pas quand même. Ben, il y a eu qui ont été... J'ai un ami qui était avec moi, la première réunion qu'on avait tenue, on l'avait tenue à Lyon, mais à la fin de la réunion, on sort dehors, on ne s'est pas rendu compte, alors que la réunion, on était encerclé par les MNA. L'endroit où on s'était tenu, le café où on s'était tenu, le bonhomme qui avait ce café était vraiment un type.
ils les connaissaient tous, et puis quand ils le craignaient. Ben, quand on est sorti de là-bas, on a été bastonné. Mon ami s'est sauvé, il est allé au café pour se protéger. Moi, je n'ai pas été au café parce que je craignais si la police vient, je vais être arrêté. Alors je pensais sur mes jambes, mais finalement ils m'ont tombé dessus, bastonné. Voilà comment. Ça avait commencé par la bastonnade. Mais mon ami là, ils l'ont eu, ils ont fini par le tuer quelques jours après, à Paris. Et moi, je l'ai échappé une autre fois, c'était à Mulhouse. Mais il fallait qu'on fonctionnait comme ça, on avait la hantise, mais il fallait quand même... Très bien. Petit à petit, on a renversé la situation, on est devenu... J'aimerais qu'on parle un peu de Ben Bella, et puis on passe à l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, est-ce que Ben Bella a trahi ou pas? Tu reviens à 50. À 51. Non, je reviens surtout. Un portrait de Ben Bella, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Cette histoire de Ben Bella, quand il avait été arrêté, oui, effectivement, là, il y a les procès-verbaux de la police. Il y a Ben Khedda qui a écrit ça dans son livre. Ben Khedda n'a fait que reprendre les témoignages enregistrés par la police. C'est tout, il n'y a rien à... Ben oui, Ben Bella a tout donné. Mais il n'est pas le seul à avoir donné. Parce qu'il faut aussi, parce qu'ils ont été arrêtés en même temps, il y a le chef militaire, Belhadj Kobus, le fameux Kobus, qui était le responsable militaire à l'époque, à l'échelle nationale. Donc il a tout donné et Ben Bella n'a fait, je pense, Ben Bella n'a fait que confirmer et il en a rajouté pour... Est-ce qu'il a été un peu choisi indirectement, que ce soit à Tripoli après en 62, par sa proximité avec l'Égypte, mais par la France et De Gaulle aussi? Oui, malheureusement, ben, il avait choisi, et les Égyptiens, avec Jamal Abdel Nasser, ils se sentaient en communion ensemble en tant que militaires, anciens militaires. Mais les Français aussi l'ont les services par la façon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait été décoré par De Gaulle lui-même, parce qu'il a, dans son comportement pendant la guerre en Italie, il s'est distingué. Donc il y a d'un côté surtout les Égyptiens qui, eux, ils l'avaient en main. Les Français, c'est par en dessous, par des intermédiaires. Mais effectivement, les Égyptiens, beaucoup les Égyptiens, et il y a même le livre de fameux Fethedine, l'Égyptien, qui raconte ses liens avec Ben Bella. C'est triste Ce sont des constats malheureusement amers, très amers. Ouais. Après 62, vous avez préféré vous retirer. Comment vous voyez l'Algérie d'aujourd'hui? Voilà la question principale. L'Algérie d'aujourd'hui, j'allais dire malade, n'est pas assez fort le mot. Quand on voit l'Algérie, ça je l'ai déjà dit dans un journal, l'Algérie, nous avons fait une guerre de 7 ans contre un pouvoir colonial, une guerre de 7 ans avec des pertes inouïes. Pour en arriver à quoi? Pour en arriver à la situation actuelle où nos jeunes préfèrent aller se jeter à la mer. Le désespoir, un désespoir total. Et ce désespoir est dû à la situation que nous vivons, qui a trop duré, d'un côté. Quand on voit en face de nous, ou en même temps que nous, les Vietnamiens qui sont passés par la même situation que nous, nos chefs à Paris, Ho Chi Minh a connu Messali a connu Ho Chi Minh, tout ça. Eh bien, les Vietnam, ils ont fait une guerre de 20 ans, 3 fois plus que nous. D'abord contre les Français, ensuite contre l'Amérique. Eh bien, les Vietnamiens actuellement, ils sont parmi les pays émergents, les premiers pays émergents.
l'année dernière, j'ai lu ça dans le journal, ils avaient exporté pour plus de 150 milliards de dollars. Alors que l'Algérie n'exporte, en dehors du pétrole, hein, n'exporte pratiquement rien. On ne fait qu'importer, importer, importer. C'est terrible cette situation que nous vivons actuellement. Voilà comment... Tu as une dernière question? Au mois de juillet, Taleb Ahmed il disait quelque chose ici à Paris. Au mois de juillet, Oui. Taleb Ahmed il disait quelque chose ici à Paris. Il disait « Je regrette les années 70 parce qu'on espérait une renaissance de la nation arabe. » C'est ce qu'il disait sur le Jazeera. Les islamistes, ils ne rêvent que du 6e khalifa, comme l'a annoncé le Premier ministre tunisien. Est-ce que, à votre avis, la question nationale algérienne est réglée? Est-ce que nous avons apporté une bonne réponse? Est-ce que nous avons apporté une réponse pérenne à la question nationale? Je suis déçu de voir que mon ami Taleb Ahmed est un ami, mais comment il est arrivé à... Il a exactement dit, on regrette les années 70 où notre aspiration était à une grande nation arabe. Aujourd'hui, nos jeunes se battent pour des entités, kayanat, des entités en place. L'Algérie est une entité. C'est ce qu'il a déclaré, votre ami. Hein, voilà. Malheureusement, cette nation arabe, c'était déjà du temps de Jamal Abdel Nasser. C'était déjà du Jamal Abdel Nasser qui a essayé avec les Syriens, avec les Libanais, qui a essayé avec la Libyen. Cette nation arabe, moi je pense qu'on n'a rien à voir avec la nation, avec cette histoire de nation arabe. On a notre pays, l'Algérie, qui a son passé, et l'Algérie aurait pu être un exemple. Et quand je dis aurait pu être un exemple, c'est pas moi qui le dis maintenant. Même les étrangers qui nous ont aidés, les étrangers qui ont travaillé avec nous à l'époque, pensaient que l'Algérie allait devenir un exemple pour les pays sous-développés, pour les pays. Même les étrangers, parmi eux, que je rencontre quand je vois ici à Paris, ouais, ben ils ont été déçus, tout aussi bien que nous. Ouais. Est-ce que la génération de 54, de la Révolution, doit passer le flambeau? Est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes ou pas? Il n'y a plus de flambeau. Il n'y a plus de flambeau. Il n'y a plus rien à passer. Il n'y a plus rien, malheureusement. Il faut réinventer. Il y a quelque chose à réinventer. Oui, quelque chose à réinventer. Quelque chose à réinventer, c'est ça, oui. C'est ça qu'il faut, parce que le flambeau, il n'y a plus rien. Le flambeau, il s'est éteint, le flambeau. Ouais. Ouais. Alors, il y a quand même l'espoir, c'est que l'Algérie est éternelle, elle est indépendante, l'Algérie est éternelle, et il y aura d'autres hommes qui reprendront, parce que l'histoire quand même, l'histoire de ce peuple, parce que l'indépendance de l'Algérie, nous, les anciens du mouvement national, on était persuadés pour nous l'indépendance était inévitable. Pourquoi? On n'a pas débité ça comme ça, comme a dit Ben Mehdi, jetons la révolution dans la rue, elle sera reprise par le peuple. On l'a dit en conscience, en connaissance de cause. Parce que quand on allait chez les gens pour leur demander d'adhérer à notre mouvement, les gens disaient, foutez-nous, laissez-nous tranquilles, le jour où vous voulez faire la révolution, on est prêt. C'est ça qui nous a donné cette conviction. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je suis plus que content parce que j'ai entendu parler plusieurs fois de TV Berbère, mais à la maison, moi, je n'ai pas le... Ben aujourd'hui, vous êtes notre invité. Merci. Ben, j'espère que vous me donnerez une disquette pour essayer de voir sur ordinateur. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup. Mas Mohamed Mchati.